Ils font partie de la génération montante en politique et nous vous les présenterons désormais régulièrement sur Télé Grenoble. Parce que les sujets de société sont parfois aussi des conflits de génération. Portent-ils un regard différent de leurs aînés sur le mariage pour tous, sur la politique sociale ou sur l'organisation du travail? On va voir ça ce soir. Ils ont tous les deux été candidats aux dernières législatives, l'une pour l'UMP sur la 2e circonscription de l'Isère, l'autre pour Europe Écologie Les Verts sur la 3e circonscription. Et tous les deux face à des sortants socialistes. Invité du Récap Info ce week-end, Magali Vicinte, chargée de mission adjointe à l'UMP en Isère, bonjour. Et Yann Mongaburu, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts dans le département. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté de croiser vos regards sur l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce Récap Info sur Télé Grenoble. Vous le savez, chaque week-end, ceux qui font l'actu viennent la commenter et ensemble nous égrenons la semaine écoulée. Aujourd'hui donc Magali Vicinte et Yann Mongaburu, c'est aussi l'occasion de mieux faire connaissance avec ces deux jeunes de la politique locale, de la politique iséroise. Magali Vicinte, vous avez 36 ans. C'est ça. Conseillère municipale d'opposition à Échirolles. Oui, depuis 2008. Avec un sujet de prédilection. Alors moi je suis à la commission d'appel d'offres, forcément, puisque c'est la nature de mon métier. Et j'ai aussi en charge la commission éducation, culture, égalité hommes-femmes. Et puis je suis à la REPAC aussi, donc c'est la rampe. Ex-rampe. Votre métier, vous êtes acheteuse publique, c'est ça? C'est ça. Donc je gère tout ce qui est marché public. Mais en dehors de ça, je dirais que j'ai un métier qui est fortement lié en politique publique, puisque de plus en plus, les établissements publics comme les ministères et comme les collectivités doivent prendre en charge un certain nombre de missions telles que l'insertion des jeunes en difficulté, l'insertion des personnes porteuses de handicap. Donc tout ça, ça se mélange avec les marchés publics, c'est-à-dire que de plus en plus, on achète. On a des objectifs d'acheter mieux et d'acheter moins cher, forcément, parce que nos budgets diminuent, on fait attention. Mais on a une mission de service public à l'encontre de toutes ces personnes, notamment pour tout ce qui est, on va dire, marché de travaux et insertion sociale. Yann Mongaburu, vous avez 29 ans. C'est ça. Pas encore 30. Adhérent chez les Verts depuis une dizaine d'années. Depuis le 21 avril 2002, pour être précis. Ça fait une dizaine d'années. C'est ça. Bon, voilà, c'est bien ce que je disais. Votre profession? Je travaille à la caisse d'allocation familiale de l'Isère. Vous avez fait campagne il y a quelques mois sur la 3e circonscription sur le thème « Un député différent, actif, présent sur le terrain ». Un député différent parce qu'il y a un besoin, je pense, dans nos territoires de savoir innover, dépasser les solutions du XXe siècle et savoir entendre ce qui se passe dans la société parce qu'il y a plein d'expérimentations, plein d'innovations dans les associations, dans les collectifs citoyens, dans les entreprises qui aujourd'hui n'arrivent pas à se développer parce qu'il y a des politiques publiques qui restent engoncées dans les solutions du XXe siècle. Un député présent à l'Assemblée nationale, c'était le souhait et j'aimerais bien que le député qui a été élu y soit un peu plus actif. Et largement réélu, puisque c'est Michel Destot sur votre circonscription. Il a été sans doute le mieux élu du département avec près de 66%, je crois. Hein. Oui, quelque chose comme ça. Député. Moi, je juge le mandat sur les réalisations dans le cours du mandat, donc j'attends de Michel Destot qu'il soit un bon législateur. Magali, vous avez fait campagne aux législatives autour du slogan « Vous avez besoin d'une nouvelle génération d'élus ». C'est ça, une nouvelle génération, donc, comme disait Yann, on va dire plus proche des citoyens, transparent. Et puis, on a fait tous les deux le cheval de bataille du non-cumul des mandats. Donc c'est pareil, je rebondis dessus en demandant à Michel Destot, encore une fois, à la fois aussi pour mes collègues de Grenoble, bien qu'il démissionne, puisqu'il a quand même signé la charte auprès d'Anticor. Et oui, j'ai eu beaucoup de retours sur le terrain de la part des personnes qui ont vraiment adhéré à ce concept de nouvelle génération d'élus parce qu'ils en ont marre de voir toujours les mêmes personnes. Et puis des personnes qui sont là depuis trop longtemps, qui ne se préoccupent même plus de leur vrai sujet sur le terrain. Et nous, on essaye de faire le relais, de donner plus la parole à l'ensemble des citoyens et on va essayer de moderniser, d'innover le rapport, on va dire, politique-citoyen sur le terrain. Sur votre circonscription, c'est Michel Issindou, le député. Oui. Il est là depuis, c'est son deuxième mandat. Il n'est pas là non plus depuis oui, c'est son deuxième mandat. C'est son deuxième mandat en tant que député, mais je dirais qu'en tant qu'homme politique, il n'a pas une carrière très nouvelle non plus. Et on va dire que les postes qu'il occupe actuellement ne sont pas très représentatifs, je dirais, de la politique et de la transparence de la politique qu'il pourrait mener. Le non-cumul des mandats, c'est une condition sine qua non? C'est une pierre angulaire si on veut revivifier notre démocratie. Il faut qu'il y ait des législateurs qui soient pleinement disponibles
pour leur fonction de législateur, il faut qu'il y ait des maires qui soient pleinement disponibles pour leur fonction de maire. On ne peut pas s'étonner d'une distanciation accrue entre les citoyens et les politiques quand les politiques n'ont même plus le temps de rencontrer les citoyens. Moi, c'est ce que j'ai découvert, enfin vérifié pendant la campagne qu'on a menée pendant les législatives, c'est le nombre d'associations, de collectifs d'habitants qui n'avaient même pas eu l'occasion de rencontrer une seule fois leurs députés, une seule fois leur maire. C'est une situation qui est intenable. Voilà, on ne peut pas s'étonner après que les extrêmes progressent quand les personnes qui sont en charge des missions publiques ne peuvent pas être à la disposition, ne peuvent pas être disponibles pour écouter leurs concitoyens. Mais est-ce que c'est pas sain aussi que le législateur ait un pied dans la glaise de sa circonscription? Mais précisément, je pense que c'est très sain que le législateur ait un pied dans la glaise. Mais pour avoir un pied dans la glaise, il faut être disponible pour aller rencontrer les citoyens. Je ne sais pas en étant maire qu'on a les pieds dans la glaise. On a les pieds dans la glaise quand on est capable d'aller rencontrer les entreprises, quand on est capable d'aller faire du porte-à-porte, quand on a le temps pour aller rencontrer les vrais gens, la vraie vie. C'est ça qui permet d'avoir les pieds dans la glaise. Magali Vicente, à Droise et à l'UMP en particulier, le non-cumul des mandats ne fait pas l'unanimité. Hein. Bah après, je dirais, c'est pas parce qu'on appartient à un parti politique qu'on doit tous penser la même chose et tous sur la même ligne. Chacun a le droit d'avoir sa propre personnalité et ses propres idées. Et moi, je suis pas pour le cumul des mandats parce que alors, est-ce que c'est un problème de génération? Je suis pas sûre non plus parce qu'il y a des générations un peu plus anciennes qui ne sont pas non plus pour le cumul des mandats. Et il y a des jeunes cumulards. Il y a des jeunes cumulards aussi. Donc voilà. Après, je dirais que c'est une question de personnalité et à nous de revendiquer cette personnalité-là. Bon, Magali Vicente, quand même, pour commencer, un petit mot sur la bataille à l'UMP entre Fillon et Copé, François Fillon, Jean-François Copé, pour la tête de l'UMP. Alors, mardi dernier, mardi prochain, les parlementaires se prononceront sur l'opportunité d'un nouveau vote. Votre avis? Écoutez, moi, pour le moment, je dis qu'une seule chose. On a un président qui a été élu. En tant que militant sur le terrain, notre travail, c'est au quotidien, derrière le président qui a été élu. Donc pas besoin de voter. Après, on verra. Si effectivement c'est la décision qui est prise au niveau national de revoter, eh bien on se pliera à cette décision et on revotera. Mais pour le moment, je dirais que nous, ça n'affecte pas notre travail au quotidien. On que n'a vous pas dites de les militants au quotidien parce que ça fait longtemps que ça dure quand même. Là, ça fait 3 semaines. Oui, mais vous l'entendez pas. Enfin, je veux dire, dernièrement, mardi soir, on a mené une action auprès des commerçants de la ville d'Échirolles contre l'augmentation de la CFE. Du coup, je me suis permise, j'en profite. Voilà le document qu'on leur a distribué. Ouais, parce que cette semaine, et oui, cette semaine, c'est quand même la préoccupation majeure avec cet après-midi le débat sur la taxe pour 2013. Et vous n'êtes pas visible, vous êtes encore visible malgré le spectacle que l'UMP donne sur le plan national. Et dans le discours qu'on avait auprès des commerçants, à aucun moment n'est revenu sur le sujet le problème à l'UMP. Jamais. Mais parce que les gens sont préoccupés par les problèmes aujourd'hui de leur fin d'année. Et je dirais qu'aujourd'hui, la CFE est un problème majeur pour les commerçants sur le terrain et le débat à l'UMP est pas. Peut-être parce qu'ils ne sont pas militants UMP, parce que moi j'entends quand même quelques militants UMP qui ne sont pas très fiers de ce qui se passe. On ne peut pas être très fier, je dirais, en tant que militant forcément, on ne peut pas approuver, mais est-ce que pour autant ça doit stopper notre travail sur le terrain? Non. Et puis c'est à nous, élus de terrain et militants sur le terrain, de montrer la bonne image, de montrer qu'on n'est pas là pour des débats comme ça d'ego et de personnalité, qu'on est là pour amener de vrais projets constructifs pour la population, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis moi, dans l'équipe qu'on a constituée à la suite des législatives, on n'a pas tous voté pour le même. On a eu des personnes qui ont voté Fillon, d'autres Copé. C'est pas pour autant qu'on n'est pas unis. Je dirais que d'ailleurs sur ma page Facebook, on l'a montré parce qu'on souhaite montrer à nos militants et à nos citoyens sur le terrain que même si en haut sur Paris ça peut être difficile, nous sur le terrain. Et c'est pas frustrant ça pour un militant de base de sentir qu'on s'évertue sur le terrain à porter la bonne parole et que sur le plan national, c'est des batailles d'ego finalement. C'est toujours un peu frustrant, mais je veux dire, on ne va pas s'arrêter là. On mène un vrai combat contre la gauche sur le terrain. Je pense qu'on a suffisamment d'objectifs à remplir et de travail à mener sur le terrain pour ne pas se concentrer sur ce genre de détails. On verra le moment venu quand ils auront pris la décision. Ma foi, nous, on continue à montrer notre image et à montrer les valeurs que l'on défend. Yann Mongaburu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille non plus chez Europe Écologie Les Verts. Alors, on n'en est pas encore arrivé là. Aujourd'hui, c'est arrivé par le passé, mais pas aujourd'hui. Les personnalités, et pas à ce point-là. Les personnalités et les courants ont été souvent très affirmés chez les Verts. Il y a quelques jours, l'eurodéputé Daniel Cohn-Bendit a claqué la porte d'Europe Écologie. Je paie ma cotisation, mais politiquement, je ne fais plus partie de l'espace d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, je crois que c'est un coup de gueule de Dany comme on les a connus régulièrement. Et puis c'est ce qui fait la richesse de sa personnalité, c'est qu'il est capable d'avoir une franchise dans le débat pour le meilleur et puis pour le plus difficile des fois pour ses copains politiques. Donc voilà. C'est quand même Après, une des personnalités, c'est une des je pense que Dany personnalités reste profondément écologistes. présent chez les écologistes, d'abord parce qu'il y a un respect de toute la famille écologiste pour Dany Cohn-Bendit, y compris dans les différences qu'on peut exprimer. Ça n'empêche pas de Enfin, lui, il est pas respecter son tendre, hein. parcours Il est pas et, tendre. et Il sa dit qu'il personnalité. est déçu, lui. C'est son mode. Après, moi, je constate que Dany reste coprésident du groupe Vert au Parlement européen, qui continue à adhérer au mouvement Europe Écologie Les Verts. Et si j'ai bien compris, il n'a pas encore décidé de prendre sa retraite avant 2014. Donc je pense qu'on aura l'occasion de le recroiser, et vous et nous, et qu'on pourra encore profiter de sa fougue. Vous ne parlez pas de caprice, mais je semble l'entendre, hein. Je suis déçu, je croyais qu'on allait faire quelque chose de nouveau. Mais je crois qu'on est en train de faire quelque chose de nouveau. Pas lui. J'ai le droit de ne pas partager le même sentiment que Dany Cohn-Bendit. Je crois qu'on est en train de faire quelque chose de nouveau, et je crois que c'est pas facile de faire des choses nouvelles, et que il y a pas. Moi, je crois pas à la révolution du grand soir. Dany non plus, il me semble. Et je crois que les changements, les évolutions, c'est des petites décisions de tous les matins. Et je pense qu'on est en train d'inventer quelque chose de nouveau. On a inventé un mouvement politique qui associe des gens qui sont membres du parti politique avec par ailleurs des coopérateurs, des membres d'associations qui ne veulent pas être membres mais qui veulent interagir, nous interpeller sur plein de sujets, travailler sur des éléments de fond, sur des mobilisations locales. Et je crois qu'on invente encore cette coopérative-là. Et puis je crois qu'on est en train d'avoir un apport dans la vie politique française qui dépasse la question écologiste. Et on est en train de démontrer qu'on peut, en France, être membre d'une coalition, participer aux responsabilités nationales sans fermer sa gueule. Et je pense que ça, c'est une grande avancée pour la démocratie française. On va y revenir un peu plus tard. Mais enfin, quand même, quand vous voyez Europe Écologie Les Verts, des personnalités les plus populaires, Nicolas Hulot, Daniel Cohn-Bendit, qui prennent leur distance avec le mouvement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'Europe Écologie Les Verts, en acceptant le pouvoir, de partager le pouvoir, c'est pas institutionnalisé finalement? C'est pas embourgeoisé? Non, je crois pas qu'on se soit embourgeoisé, j'en suis la meilleure preuve. Je crois pas qu'on se soit embourgeoisé, je crois qu'on reste actif, je crois que Dany Cohn-Bendit comme Nicolas Hulot reste actif dans la sphère écologiste. La question, elle n'est pas juste institutionnelle, elle n'est pas juste de la question de savoir qui c'est qui a une carte et qui siège où dans quelle instance. Elle est de savoir qui c'est qui se rend utile à l'écologie politique, et je crois que et Dany et Nicolas Hulot, chacun à leur place, dans leur rôle, avec leur personnalité et leur approche, ils apportent à l'écologie politique au même titre que Cécile Duflot, ministre, ou Pascal Durand, secrétaire national, avec de toutes autres approches, de tout autre parcours, et que c'est ça la richesse de l'écologie politique, c'est que chacun y apporte sa pierre, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui environnementale, climatique, alimentaire, économique et sociale, qui fait qu'on ne peut pas dire que pour des questions de personnes, on reporte à plus tard la possibilité d'être ensemble. Il faut se rassembler, et il faut surtout agir dès aujourd'hui, et je crois que chacun le fait comme il le souhaite. On va voir ça sur des dossiers très concrets. On va analyser vos positionnements respectifs avec plusieurs sujets. On va commencer notre survol de la semaine par dimanche et une ligne SNCF Grenoble-Valence complètement déserte. Et pour cause, depuis une semaine maintenant, tous les trains ont été supprimés sur cet axe. Ce sera le cas d'ailleurs durant un an en raison d'un important chantier. Les 9000 passagers quotidiens doivent se contenter de bus. Julie Ségala. Terminus pour les trains, c'est désormais en car que ces voyageurs doivent rejoindre Valence. La SNCF rénove son réseau entre Moirans et la préfecture de la Drôme. Résultat, plus aucun train ne circulera sur cette portion pendant un an. Des travaux de grande ampleur qui ont pour objectif de moderniser le réseau. Forcément, ça change les habitudes, mais certains voyageurs préfèrent voir le bon côté des choses. On n'a pas le choix déjà, donc bon. Mais après, je trouve que c'est quelquefois très convivial. Dans le train, je trouve qu'on engage plus difficilement la conversation. On a peut-être plus de place pour les jambes. Près de 9000 voyageurs par jour sont concernés. Du personnel supplémentaire de la SNCF a donc été mobilisé et une signalétique installée pour les informer et les orienter. Comptez une quarantaine de liaisons par jour au départ de Grenoble pour un trajet d'environ 1h15 en moyenne. On savait déjà depuis hier que tous les autocars qui arrivaient à Moirans pour faire des correspondances sur des trains, celles-ci elles fonctionnaient. Les autocars circulaient à l'heure, la capacité des autocars répondait aux attentes, on n'avait personne qui restait à quai. On avait quelques doutes sur la
capacité à pouvoir rejoindre la gare de Grenoble à l'heure pour les autocars qui viennent en direct depuis Saint-Marcellin, Romans et Valence. On s'aperçoit que nos autocars, tous ceux qui sont arrivés à Grenoble avant 8 heures, étaient à l'heure, voire même de temps en temps en avance. Ceux qui sont arrivés à Grenoble entre 8 et 9 heures avaient entre 5 et 10 minutes de retard quand ils n'étaient pas à l'heure. Malgré quelques problèmes dus à la neige, la SNCF semble globalement satisfaite. Il faudra tout de même un peu de temps pour que l'organisation roule comme sur des rails. La ligne ferroviaire sera rétablie le 14 décembre 2013. Oui, cela fait précisément 188 bus par jour qui sont affrétés durant toute la durée du chantier. Ces travaux de modernisation de la ligne doivent coûter 540 millions d'euros. On va parler des transports. C'est un sujet important. La 51 relancée par André Valigny. Yann Mangaburu. Est-ce qu'il faut en dire vraiment quelque chose? On est aujourd'hui dans de la politique spectacle avec une proposition qui est faite, qui sort de nulle part, où le Conseil général n'a toujours pas délibéré. Le Conseil général a délibéré en 2005 pour dire qu'il était contre la 51, et on voit le président du Conseil général qui a bu un café avec on ne sait qui un matin et qui déclare que c'est devenu le grand projet du siècle. Il a rencontré beaucoup de monde depuis. Oui, enfin moi je constate que pour le moment il n'y a pas eu un seul acte public d'une collectivité ou de l'État, et c'est heureux, pour relancer ce projet d'A51, qui est un projet pour le moment qui a été repoussé depuis des années, et pour des raisons qui sont justes, à la fois parce qu'il coûte terriblement cher, parce qu'il défigurerait tout un territoire, et parce qu'il provoquerait un afflux de circulation dans notre agglomération. On ne peut pas dire d'un côté qu'il y a des problèmes de pollution, et Grenoble, la grande région urbaine grenobloise, est l'une des agglomérations les plus polluées de France, si ce n'est d'Europe, avec la Commission européenne qui a entamé une procédure à l'égard de la France à cause du niveau de pollution qu'il y a dans notre agglomération, et en même temps dire que la priorité des politiques publiques, ce serait de faire venir encore plus de camions dans notre agglomération. Magali Licinte, la 51, écoutez, moi, ce rebondissement. Je suis ravie d'apprendre que finalement le président du Conseil général a décidé de remettre ce projet à l'ordre du jour. Ceci dit, pour moi, reste le projet A480. Je veux dire, la 51 vient derrière parce qu'on a un vrai problème, comme disait Anne, de pollution sur l'agglomération grenobloise. Et en plus de ça, hormis la pollution, c'est quand même le secteur économique qui est le plus touché au quotidien par ces problèmes de bouchons sur l'agglomération. Donc, la 480, que tout le monde comprenne bien, c'est l'élargissement donc de la 480 et la réfection du rondeau, le redimensionnement du rondeau. Et moi, j'attache une grande importance justement à la réfection du rondeau parce que c'est quand même le point clé, je dirais, du nouveau projet. C'est-à-dire que si on ne repense pas comme il faut ce rondeau, ça ne servira à rien. Donc il y a un vrai travail, et sur Échirolles, on est très attentionné à cette refonte du rondeau et aux budgets qui seront alloués pour cette refonte. Sur le rondeau, le président du Conseil général a aussi dit que le département serait présent. Tout à fait. On attend. Après, depuis des années, on attend. On est toujours en attente, c'est bien malheureux. Et je dirais que j'ai eu l'occasion dernièrement de travailler sur un autre dossier, celui de Bachelard, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je me bats aussi sur les vestiaires de Bachelard, là pas en tant qu'élue, mais en tant que maman, et qu'on m'a donné comme argument donc au niveau de la ville que pour le moment on n'avait pas de lisibilité concernant Bachelard parce que c'était bloqué en raison de l'élargissement de la 480. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de ce problème de la 480 ? C'est un vrai sujet, et on partage la nécessité d'un projet sur la 480 pour les habitants localement, pour réduire la pollution et pour fluidifier le trafic. Vous êtes pour l'élargissement ? On est pour la fluidification du trafic. Pour derrière la question de la 480, il y a un vrai débat, et qui pour le moment se passe uniquement dans les couloirs et pas devant les citoyens, et c'est un grave problème. Parce que si la question c'est de faire de la 480 un boulevard urbain, en réduisant la voiture pour fluidifier le trafic, en limitant la pollution et les problèmes en termes de bruit pour les habitants, il y a de vraies choses à faire. Si c'est faire l'élargissement de la 480 pour augmenter la circulation automobile, et là il y a des questions qui se passent. Quand il y a la ville de Grenoble ou la métro qui propose un boulevard urbain, la réduction de la vitesse à 70 km/h, le maire de Paris il propose 50 km/h sur le périphérique parisien. Donc on peut vraiment faire des politiques innovantes qui permettent de stopper les bouchons, parce qu'il y a un vrai problème de bouchons et de pollution dans l'agglomération. Sincèrement, on est déjà à 70 là en raison des travaux. Je veux dire que vous passiez à 70 à 50 km/h, il y a un vrai problème de nombre. Il y a une trop grande quantité de voitures sur la 480, donc même si on limite la vitesse, on n'arrivera pas à engendrer les bouchons. Et c'est pour ça que c'est pas
juste la question routière qui réglera le problème. C'est un faisceau de solutions et il y a une question qu'il va falloir aborder dans le futur PDU qui est en cours de débat aujourd'hui, c'est la question de est-ce qu'on fait véritablement un RER dans cette agglomération grenobloise qui permettrait aujourd'hui à des personnes de pouvoir se déplacer moins cher et pour eux tout en fluidifiant le trafic sur les axes autoroutiers. Allez, première pause. Magali Vicente, Yann Mongaburu, on les retrouve dans un instant. On parlera du travail. Faut-il travailler le dimanche ou pas? Tiens, je leur poserai la question. À tout de suite. Retour sur le plateau du Récap Info et pendant la pause, le débat s'est poursuivi sur les transports entre Magali Vicente, donc chargée de mission adjointe à l'UMP en Isère, et Yann Mongaburu, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. On va avancer un peu. Lundi, Alain Carignon, de retour dans les débats grenoblois. L'ancien maire de Grenoble réclame un référendum sur le futur quartier de l'Esplanade. Il s'appuie sur la pétition lancée par plusieurs riverains qui aurait recueilli 8000 signatures. Il regrette une ville défigurée par une densification urbaine outrancière. Fin de citation. Sur le fond, sur l'urbanisme, déjà, j'ai entendu des écologistes dire à peu près la même chose à Grenoble. Bah oui, ce que j'avais envie de dire, enfin, M. Carignon m'intéresse pas, mais il se réveille un peu tard. Quand le projet Presqu'île a été présenté, les écologistes ont voté contre, ont fait des propositions alternatives, ont saisi le tribunal administratif parce qu'il y a des excès dans ce projet qui sont portés. Enfin, mais il faut créer du logement à Grenoble. Mais il faut créer du logement. Mais la question, la question de la densification, c'est pas une question en noir ou en blanc. Enfin, entre le noir et le blanc, il y a plein de couleurs. Et oui, il faut une ville compacte parce qu'il faut éviter la périurbanisation pour pas qu'on consomme des terres agricoles pour urbaniser. Et en même temps, il y a la question de comment on densifie. Et il y a plein de façons de densifier. Et aujourd'hui, il y a une densification dans la ville de Grenoble qui est au service des promoteurs immobiliers et qui n'est pas au service des habitants. Je partage, mais en plus sur Échirol. Je dirais que moi, mon cheval de bataille sur Échirol, c'est pareil, c'est la densification massive. Et je me rends compte que finalement, grâce aux associations qui se sont créées pour défendre cette densification, eh bien, on arrive à faire reculer. Et à Échirol, on a fait reculer, notamment sur le secteur Commanderie-Frangerte, où on voit bien qu'on a fait reculer les promoteurs sur le nombre de logements. Donc après, effectivement, il n'y a pas non plus que les promoteurs. Il y a le choix politique de la municipalité qui va aussi imposer un certain nombre de contraintes aux promoteurs. Donc forcément, le projet leur revient plus cher. Donc ils ne peuvent pas diminuer leur nombre de logements, sinon après ils ne peuvent plus le faire parce que c'est plus rentable. C'est bien le problème. Mais voilà, excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'entends de la part de toutes les oppositions, qu'elles soient de droite ou de gauche, face aux équipes en place. Finalement, quand le foncier est restreint et qu'il faut construire, est-ce que la seule solution, c'est pas d'urbaniser et donc de densifier ? Non, mais bien sûr qu'il faut urbaniser et qu'il faut construire. Alors mais la question, c'est que on peut densifier et parallèlement reconstruire des espaces publics, que ce soit des places, que ce soit des espaces verts, que ce soit des équipements publics. Mais à l'Esplanade, il y a un parc de 6 hectares. Mais justement, c'est aujourd'hui un des seuls espaces où on serait en capacité de créer véritablement de l'espace public et où non seulement on surdensifie en termes de construction, mais en plus c'est pour faire des tours dont on sait qu'elles ne sont pas de bonne qualité pour la qualité de vie des personnes qui vivent dedans et qu'en plus elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux de basse consommation qu'il faudrait aujourd'hui s'imposer dans toutes les collectivités. On est sur la même ligne. Alors, moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, à la lecture du SCOT, c'est marqué. Donc, je veux dire, on n'a plus le choix. Ça a été voté. Malheureusement, on a beau s'opposer, on est obligé de faire avec aujourd'hui. Mais nous, on lutte. Je veux dire, au quotidien, on lutte sur Échirol contre ça, contre le nouveau projet de Monsieur Sully, qu'il a déjà présenté il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est Nova Sud 21, qui est donc la couverture de la rocade. Et par la couverture de la rocade, la construction encore d'immeubles par-dessus. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter cette densification et repenser nos villes à la hauteur de l'espace dont on dispose et repenser la qualité de vie de nos habitants. Sur la forme, sur le retour d'Alain Carignon, enfin cette ombre chinoise d'Alain Carignon qui est là sans être là tout en étant là, à l'UMP, on en pense quoi ? Je dirais pourquoi pas. Je veux dire, pourquoi il n'aurait pas le droit de donner son avis effectivement sur les projets de la ville. Je veux dire, je pense que quand même l'expérience aidant et le regard qu'il peut avoir depuis un certain nombre d'années, à la fois quand il était donc en charge des dossiers et puis maintenant avec du recul, pourquoi ça nous permettrait pas justement d'avoir un nouveau regard et je dirais un regard d'expérience sur les projets menés par la municipalité aujourd'hui. Donc, enfin moi je suis pas du tout choquée par
le fait qu'il puisse donner son avis sur les projets de la municipalité et notamment en termes d'urbanisation. Et éventuellement revenir... alors je pense pas que ce soit à l'ordre du jour du tout. Oui, enfin, pourquoi prendre des positions comme celle-ci sur des dossiers aussi précis que l'Esplanade dans ce cas? Et pourquoi pas, elle a toujours été concernée par Grenoble, je veux dire, en dehors... Enfin, si systématiquement, il faut voir une personne qui a été, je dirais, en charge de dossier sur la ville, qui est partie, et puis elle a plus le droit après de revenir, de donner son point de vue sans qu'on puisse supposer qu'elle veuille se réinvestir politiquement. Non. Par contre, après, en termes d'appui, pourquoi pas? Je veux dire... Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se servir de son expérience et de sa vision des choses. Je suis époustouflé par cette droite qui est dure avec les petits délinquants et douce avec les grands délinquants. Monsieur Carignan, il a été condamné pour la plus grosse affaire de corruption et d'enrichissement personnel et il n'a toujours même pas fini de payer sa dette à la collectivité publique. Le Conseil général attend toujours le paiement de la dette à laquelle que Alain Carignan a à l'égard du Conseil général. Encore à la rentrée, là, M. Carignan doit des centaines de milliers d'euros au Conseil général. Je dirais qu'une seule chose, parce que à l'époque, j'ai pas suivi la totalité des dossiers, mais M. Carignan a payé pour un certain nombre de personnes aussi. Il faut être d'accord, il faut être lucide là-dessus. Donc vous contestez le jugement. Et après, non, mais je dirais qu'on va le ramener à plus haute échelle. Est-ce que l'affaire Nafissatou Diallo et DSK a mis, je dirais... a remis en cause les compétences et les capacités de M. Strauss-Kahn au niveau du FMI et, je dirais plus localement, ses compétences en tant que futur homme présidentiable au Parti socialiste. Non, mais je veux dire, à un moment donné, faut mettre de côté la partie personnelle, la partie politique, et prendre les gens et avoir du recul sur les personnalités, sur ce qui s'est passé, ne pas se laisser prendre par des rumeurs, ne pas se laisser embourber dans des dossiers. Allez, on va pas refaire les affaires politico-financières des années 90, on a bien compris le positionnement de chacun. On va quand même évoquer les municipales à Grenoble. Allez, chez les Verts, est-ce que, quelques questions très simples et des réponses très simples, Yann Mangaburu, est-ce que les Verts auront une liste autonome au premier tour à Grenoble ? C'est vraiment une question. Je crois que c'est une évidence. Les écologistes se mettent aujourd'hui en capacité, travaillent, réfléchissent, et pas seuls, pour être en capacité de faire une proposition de majorité alternative à la majorité grenobloise d'aujourd'hui qui mélange la droite et la gauche. Est-ce qu'il pourrait éventuellement fusionner avec une liste conduite par exemple, Jérôme Safar au deuxième tour? Non, moi, je ne fais pas de politique fiction. Moi, ce à quoi je me concentre et ce à quoi je veux être utile, c'est à la construction d'une majorité alternative aux choix qui ont été faits en 2008 par le Parti socialiste. Vous croyez que les Verts peuvent prendre à eux seuls la majorité à Grenoble? Je crois qu'en tout cas, nous devons travailler pour nous mettre en capacité de le faire. Quel est le profil de la personne qui serait la mieux qualifiée pour prendre la tête de cette liste? Je crois que ce n'est pas qu'une question de personne. Mais c'est aussi une question de personne. C'est aussi, j'ai dit, ce n'est pas qu'une question de personne, c'est aussi une question de personne. Je crois que c'est avant tout une question de travail collectif et surtout pour les écologistes que je connais bien quand même, de savoir dépasser la question seulement de l'objectif et du slogan sur lequel on est reconnu et même assez apprécié, je crois, dans la commune, mais de savoir maintenant construire les étapes dans chacune des politiques publiques et savoir convaincre que nous saurons organiser les transitions pour qu'elles soient douces et pas brutales. On évoque le nom d'Éric Piolle pour conduire la liste. C'est une possibilité. Éric Piolle pourrait être l'une des personnes motrices d'une liste l'année prochaine. Conseiller régional, donc Éric Piolle. Il y a d'autres personnalités? Assurément, mais je vous assure que moi, ce qui me préoccupe pour le moment, c'est qu'on écoute, on rencontre tous les jours aujourd'hui, on rencontre des associations, des chefs d'entreprise, des commerçants. Et on commence aussi à mettre des noms sur une liste. Je crois pas que ce soit... Enfin, je crois que quand on fait de la politique, en commençant par les questions de personnes, on se trompe profondément. Enfin, c'est pas... Je crois que le préalable, le travail qui doit être fait aujourd'hui, c'est d'écouter, d'entendre pour construire un projet qui soit à la fois en rupture avec ce qui est fait par la majorité actuelle, mais qui soit réaliste, concret, pragmatique, tout en gardant notre radicalité. À droite, à l'UMP, Mathieu Chamussi semble le plus légitime, Magali Vicente?
Alors écoutez, il semble plus légitime, oui, parce que forcément c'est le meneur de l'opposition sur Grenoble. Après, je dirais que je vais pas m'avancer pour lui ni pour la droite de Grenoble. Je ne pourrais pas le faire. Nous, on travaille sur Échirolles. Je dirais qu'on mène exactement le même travail que Yann. On n'est pas sur des questions de personnes pour le moment. On est vraiment sur une question de projet. Et c'est en faisant adhérer les personnes à des projets que véritablement on pourra constituer une liste avec des gens qui ont vraiment envie de défendre ce projet. Et on sait bien aussi que la tête de liste est une locomotive. Vous pouvez être cette tête de liste sur Échirolles ? Bah, pourquoi pas? Je dirais que pour le moment c'est pas défini. Pourquoi? Parce qu'on travaille en équipe et qu'on a un dialogue à mener entre nous encore par rapport à ça. Et puis on est encore à l'écoute des habitants. Alors forcément, je dirais que l'effet législatif y est pour beaucoup et on va essayer de continuer sur cette lancée en termes de communication parce que suite aux législatives et aux résultats, j'ai pu rencontrer de nombreux habitants qui sont venus me voir par rapport à de nombreuses difficultés sur la ville d'Échirolles et donc j'ai pu travailler sur des dossiers et résoudre leurs problèmes, notamment des cas d'ingérence de la mairie. Donc oui, à moi de montrer qu'effectivement, je ne suis pas là juste pour tenir une tête de liste et faire de la politique, mais pour travailler vraiment sur des sujets de préoccupation. Allez, mardi mobilisation, d'ailleurs toute la semaine, autour du lycée Stendhal de Grenoble. Les lycéens ont bloqué l'accès de l'établissement en entassant des containers à ordures devant le portail. Les enseignants les ont suivis en se mettant en grève. Puis il y a une grande manifestation qui a été organisée jeudi dans les rues de Grenoble. Motif de la colère, une resectorisation des lycées de la ville de Grenoble. Gaëtan Bailly. Il fallait se frayer un chemin entre les poubelles ce matin au lycée de Stendhal pour accéder à la cour de l'établissement. Inquiet de la nouvelle sectorisation décidée par le rectorat, une poignée de lycéens a décidé de se mobiliser. En cause, le déplacement de différentes options artistiques de l'académie dans des lycées de la périphérie. Faut-il y voir un certain conservatisme de centre-ville? Eux s'en défendent catégoriquement. Ce ne sont pas techniquement pas nos intérêts à nous, parce que nous, les options danse, théâtre, qui ont déjà commencé leur cursus, on pourra finir notre cursus à Stendhal, mais ce seront plus les secondes et les troisièmes qui maintenant veulent rentrer en option art, qui seront refusés et envoyés en périphérie, ce qui est très difficile pour se déplacer. Avec une diminution amorcée du nombre de classes de seconde l'année prochaine, c'est surtout l'éventualité d'une transformation de la cité scolaire en un unique collège qui inquiète. En supprimant le lycée, il pourrait rajouter de l'effectif au collège, c'est-à-dire doubler l'effectif, rajouter des classes, faire de Stendhal juste un énorme collège. Une vision contestée par le rectorat qui garantit une stabilité du nombre de classes de seconde dans les années à venir et le maintien du lycée. L'Académie insiste surtout sur la nécessité pour elle de prendre en compte les facteurs démographiques. Un rééquilibrage entre le centre-ville et la périphérie est nécessaire. Il s'agit également de se préparer à l'arrivée massive de collégiens. Quant aux deux classes artistiques, elles devraient finalement être maintenues. Une réunion entre le proviseur, les professeurs et des représentants des élèves avait lieu en début d'après-midi pour décider d'une éventuelle suite à donner au mouvement. Et d'autres parents d'élèves dans l'agglomération dénoncent les effets de cette resectorisation des lycées, réalisée selon eux sans concertation, sans règles d'organisation claires et dans la précipitation selon leurs propres termes. Mardi, la présentation du plan du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Il coûtera 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Principale mesure, le RSA, le revenu de solidarité active, le RSA socle précisément. Il sera augmenté de 10% d'ici à 2007. Une première hausse de 2% interviendra en 2013, vraisemblablement en septembre. Bon, 2%, ça fait quelques euros. Magali Vicente. Écoutez, encore une fois, je dirais à quand les vraies mesures de relance, quoi? À quand les vraies mesures de relance de l'économie? Parce que pour le moment, on n'entend qu'une seule chose, c'est on dépense des milliards pour l'inactivité. Est-ce que ce sont les bonnes mesures? Je suis pas sûre. Et nous, ce qu'on attend, c'est les mesures de relance de l'activité parce que nos entreprises sont en pleine souffrance. Sur la lutte contre la pauvreté, 2,5 milliards sur 5 ans, ça fait 500 millions par an, Yann. Non, je crois qu'à la fois c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit une rupture par rapport au gouvernement précédent sur l'orientation. Il y a une volonté à nouveau de réduire la pauvreté et il y a justement la fin d'un discours sur l'assistanat, etc., une prise en compte de la dureté de la pauvreté et de l'exclusion en France. Malheureusement, c'est des mesures qui vont dans le bon sens mais qui manquent d'ambition. C'est sûr, vous le dites, 2,5 milliards, quand on vient de faire 20 milliards de cadeaux aux entreprises sans aucune contrepartie, on voit que l'équilibre n'est pas encore là. Donc ça va dans le bon sens. Enfin, les cadeaux aux entreprises, implicitement, on attend des contreparties quand même. Oui, mais il n'y en a pas pour le moment. Et toutes les collectivités de gauche en France font
quand elles font des subventions aux entreprises, mettent des contreparties. Là, le gouvernement a fait le choix de donner 20 milliards d'impôts en moins aux entreprises sans qu'il y ait aucune contrepartie en termes d'emploi, en termes de reconversion, en termes d'efforts sur l'empreinte écologique. On aurait pu envisager une réforme de la fiscalité si elle avait été pour un objectif, celui de la transition, de la transformation écologique et sociale. Alors, moi, je vais revenir sur ce que je pensais. Je continue et je persiste à dire que c'est vraiment un projet qui manque d'ambition. Parce que il n'y a vraiment pas de réflexion en profondeur, je dirais, parce que toute la problématique et la relance de l'économie, elle va au-delà des entreprises. Elle prend, et je dirais, c'est une interconnexion entre les divers secteurs. On a un problème de formation, on a un problème de recrutement, on a un problème de charge, de coût du travail. Et quand on entend, je dirais, ce genre de décision, on n'a aucune information sur les sources de financement. Et qu'après, on voit Cécile Duflot qui se félicite et qui dit que c'est un projet d'une ampleur jamais vue. Je m'interroge vraiment. Je le dis, moi je me satisfais qu'il y ait 9000 places de plus d'hébergement d'urgence qui soient créées dans ce plan. Alors, on ne peut pas tout jeter comme ça, il y a une situation d'urgence. Enfin, je travaille à la caisse d'allocation familiale, je vous assure que les personnes qui aujourd'hui, la fin du mois commence le 10, pour certaines personnes dans notre pays, c'est pas une petite question. Oui, je ne suis pas satisfait qu'on se limite à une hausse de 2% pour le RSA socle. Et en même temps, 2%, c'est 12 € en plus par mois. Et bien quand on a ce niveau de ressources seulement, 12 €, ce n'est pas rien, et je vous l'assure. Donc je ne peux pas cracher sur cette augmentation, même si elle est totalement insuffisante. Et que voilà, il faudrait arriver aujourd'hui à avoir véritablement un débat sur comment on fait pour assurer un revenu décent pour tous. Ça passe par l'accès à l'emploi et donc par d'autres politiques économiques, mais ça passe aussi par le fait d'assurer un revenu décent pour tout le monde. On pourrait expérimenter dans certaines collectivités un vrai revenu inconditionnel qui serait vraiment de l'ordre de 60 à 80% du SMIC. Je rappelle que quand le RMI a été créé, c'était le niveau de 50% du SMIC. Aujourd'hui, le RSA socle, c'est 40% du SMIC. Donc on a organisé politiquement, excusez-moi, mais c'est la droite qui l'a fait quand elle était aux affaires, on a organisé politiquement la paupérisation des plus pauvres. Dans ce plan de lutte contre la pauvreté, il y a aussi un contrat d'insertion destiné à terme à 100 000 jeunes non qualifiés. À la rentrée 2013, il s'agirait d'avoir une garantie de ressources pour eux de 450 € par mois. Alors, je vais revenir sur mon expérience passée, puisque je l'avais déjà évoqué lors d'un précédent débat. J'ai bénéficié des emplois jeunes à l'époque, donc je peux vous en parler. J'ai passé donc 4 ans au sein de l'hôtel de police, à la brigade des stupéfiants. Et je peux vous dire une chose, après, derrière, je suis allée à l'éducation nationale et j'ai pu voir comment ont évolué ces emplois jeunes. Mais c'est pas possible, c'est pas imaginable en fait. Pourquoi? Parce qu'on va demander, enfin, on va offrir un emploi, mais un emploi qui ne sera pas pérennisable du tout. Et en plus de ça, on le met où maintenant? Dans le secteur public. Je veux dire, c'est le secteur aujourd'hui sur lequel on est obligé de faire des économies parce que les budgets sont les plus restreints. Donc quel avenir réel on offre aux jeunes qui sont justement comme ça dans ce genre d'emploi? Aucun. Vous reprenez les termes d'il y a quelques années de Laurent Wauquiez, ministre à l'époque, qui disait c'est le règne de l'assistanat. C'est pas le règne de l'assistanat, ce sont des solutions à court terme, c'est-à-dire qu'on va diminuer le chômage là à l'instant T, mais qu'est-ce qu'on leur offre à ces jeunes dans l'avenir? En plus dans le service public, on va les obliger pour qu'ils puissent avoir un vrai travail de passer les concours. C'est ce qui s'est passé, que ce soit dans la police ou que ce soit dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on a été obligé de faire dans la police? Vous savez ce qu'on a fait? Parce que forcément, on a été recruter des jeunes qui n'avaient pas le niveau scolaire au départ. Et donc on leur a offert la possibilité de passer le concours de gardien de la paix. Mais à quel niveau, les pauvres? Je veux dire, même en prenant des cours de rattrapage, ils n'étaient pas en mesure de passer ce concours. Donc qu'est-ce qu'on en fait au bout des 5 ans? Enfin maintenant, ce sera peut-être pas 5 ans, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Yann Mangaburu, c'est contrat d'insertion, hein, c'est bien de cela dont il s'agit. Ouais, il y a deux choses totalement différentes qu'on est en train de mélanger là. Il y a le contrat d'avenir dont vous parlez, qui pose des questions, et j'en conviens, on est le premier à en convenir. C'est à la fois une bonne solution parce que les emplois jeunes, je crois que tout le monde se rappelle que ça a quand même été utile, ça a permis à plein de jeunes d'avoir leur première expérience professionnelle. Encore une fois, il y a un élément en suspens, mais qu'un élément central, c'est qu'il faut organiser dès aujourd'hui la formation pendant l'expérience professionnelle pour que le jeune, à l'issue de son contrat, il puisse avoir une reconversion, avoir un véritable emploi. Et ça, c'est une absence de la loi aujourd'hui que nous avons portée au Parlement. Et voilà, il faudra que ce débat y revienne sur la place publique. Mais la question du contrat d'insertion, moi, pour le coup, je m'en félicite. Enfin voilà, on était aujourd'hui avec, vous le savez, le RSA jeune, qui touche 9000 jeunes aujourd'hui en France, tellement il est restrictif
dans les conditions qui ont été votées par la précédente majorité. C'est 100 000 personnes qui pourront en bénéficier. Là, il y a 100 000 jeunes qui pourront. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait en France des tas de jeunes à qui on dit qu'il faut qu'ils trouvent un travail, à qui on dit qu'il faut qu'ils aillent chercher, à qui on dit qu'il faut qu'ils se forment, etc. Et à qui on ne garantissait aucune ressource. Quand je dis aucune, c'est 0 € de la part de la collectivité publique pour aider ces jeunes. Le contrat d'insertion, c'est assurer à ces jeunes qui ont moins de 25 ans qu'on va leur permettre d'avoir une ressource qui n'est pas excessive, 450 €. Qui peut envisager, aujourd'hui qu'en France, avec 450 €, on vit bien? Allez, deuxième coupure, deuxième pause dans cette émission et on retrouve Yann Mongaburu et Magali Vicente dans un instant. À tout de suite. Retour sur le plateau du Récap Info cette semaine avec Magali Vicente, chargée de mission adjointe à l'UMP en Isère, et Yann Mongaburu, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts dans le département. On va avancer un peu dans la semaine et j'aimerais vous entendre sur la procréation médicale assistée. Doit-elle être ouverte aux couples de lesbiennes? Eh bien, c'est au Parlement de décider, de trancher la question. C'est ce qu'a dit mercredi le chef de l'État, François Hollande. Le sujet est pour l'instant exclu du projet de loi sur le mariage pour tous. Il a d'ailleurs suscité cette semaine une certaine confusion au sein du gouvernement, la porte-parole affirmant à tort que la mesure allait être ajoutée dans le texte. Et François Hollande a bien précisé, si j'y avais été favorable, je l'aurais intégré dans le projet de loi. Alors on va évoquer d'abord, pour essayer de bien comprendre les choses, le projet de loi sur le mariage pour tous. Fin janvier, c'est Erwan Binet, le député de l'Isère, qui sera rapporteur du projet de loi à l'Assemblée. Un projet qui ne fait pas l'unanimité. Il y aura samedi à Grenoble, une grande manifestation à laquelle les Verts appellent à participer. Oui, c'est un engagement qu'on a depuis des années, depuis des dizaines d'années, la question de la lutte contre l'ensemble des discriminations et particulièrement celles qui touchent les personnes lesbiennes, gays, bi, trans en France. C'est en 2004 Noël Mamère qui a marié le premier couple de personnes de même sexe. À Bègles. Donc c'est pour nous aujourd'hui une possibilité, une chance de faire aboutir ce combat depuis des années pour que simplement l'ensemble des personnes dans notre pays soient considérées à égalité de droits. Voilà. Si la République a encore un sens, si les termes de liberté, d'égalité et de fraternité ont encore un sens pour les républicains de notre pays, je pense qu'on ne peut plus attendre et qu'on ne peut plus considérer qu'il y a une catégorie de la population qui ne serait pas des citoyens à part entière. Magali Vicente. Alors moi je dirais que c'est un sujet qui mérite quand même un débat beaucoup plus profond. On voit bien que c'est un sujet qui divise les Français et ce que je regrette c'est que on entend à travers les médias systématiquement quand les gens témoignent, oui mais parce que si en fait vous n'êtes pas pour le mariage pour tous c'est que vous êtes homophobe. Et donc il y a des raccourcis qui sont vraiment extrêmement dangereux pour la société et je dirais qu'on n'est pas dans une période où le citoyen français je veux dire est en position très sereine et profiter et mettre en fait ce sujet sur la société alors même qu'on est en pleine crise, c'est vraiment pas le moment. Et moi je souhaite qu'il y ait un vrai référendum qui soit mené auprès de la population et surtout de vrais débats pour que l'ensemble de la population française prenne bien les mesures et les conséquences en fait du mariage pour tous. Parce que on le voit pas au travers des médias, je veux dire il n'y a pas de débat organisé au travers des médias pour expliquer vraiment à la population tous les tenants et les aboutissants. Et puis il y a des Français en fait qui n'en prennent pas du tout la mesure. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces raccourcis extrêmement dangereux. Et je trouve que on a une société qui a évolué. Elle mérite d'avoir les débats à la hauteur de cette évolution. Alors, vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes favorable à ce mariage pour tous? Vous évoquez un référendum selon un dernier sondage CSA en fin de semaine. 54% des Français sont favorables à l'union de deux personnes du même sexe. Écoutez, moi, pour le moment, je dirais que le PAC, c'était nettement suffisant. Après, c'est un vrai débat. Je veux dire, personnellement, je vous pose la question. Oui, je pense pas en mesurer entièrement encore aujourd'hui, malgré les recherches, malgré les réflexions que je me pose, parce que je veux dire, c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on peut prendre une position. Je suis quand même quelqu'un qui réfléchit avant de prendre position, et j'essaye d'en mesurer toutes les conséquences avant de faire les choses. Et j'ai pris une position personnelle.
naturel dans ma famille, puisque j'ai ma demi-sœur qui est lesbienne. Et j'ai une grosse interrogation parce que j'ai fait baptiser mon fils dernièrement. Et donc, on a discuté avec lui de la personne qu'il souhaiterait avoir comme marraine. Et je vous assure, c'est pas évident au sein d'une famille de défendre en fait ses positions. Et il s'avère que ma demi-sœur est une personne qui s'occupe extrêmement bien de mon fils, mais il a 11 ans aujourd'hui. Il n'est pas encore en mesure de comprendre la totalité quand il va chez elle, etc. Il faut vraiment qu'on prenne des précautions, qu'on lui explique, parce que forcément, c'est pas commun, je veux dire. C'est pas un dialogue comme ça qu'on a facilement avec un enfant de 11 ans. Ceci dit, on lui a demandé d'être la marraine et j'assume pleinement au regard de ma famille aujourd'hui de dire que ma demi-sœur, qui est lesbienne, oui, je lui confie la responsabilité d'être marraine de mon fils. Yann Mongaburu, on voit bien que derrière ce mariage pour tous, ce qui fait tiquer visiblement, c'est plus les démarches liées à l'adoption que poserait le projet de loi. Madame Vicente a raison quand elle parle de son histoire personnelle. C'est pas simple encore aujourd'hui, justement parce qu'il y a une discrimination qui est inscrite dans la loi. Moi j'ai lu ce matin Monsieur Baudis, le défenseur des droits, qui appelle le gouvernement à aller plus loin dans le projet de loi parce qu'il considère que le projet de loi actuel, il ne protège pas assez les enfants de couples de même sexe. Voilà. C'est Monsieur Baudis, c'est pas un gauchiste revendiqué, Monsieur Baudis. Quand je vois Monsieur Delevoye, ancien président du RPR, médiateur de la République, qui dit qu'aujourd'hui il faut protéger les enfants au sens de leur donner la sécurité juridique, la sécurité affective, au sens où il faut rompre justement tous ces tabous qui font qu'aujourd'hui c'est pas simple pour des enfants. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Monsieur Baudis aujourd'hui appelle le gouvernement à éclaircir son projet de loi parce que le gouvernement va pas assez loin dans la mise en cohérence sur tous les enjeux en termes de filiation et du coup il n'y aura pas tout à fait la sécurité juridique. Les opposants qu'on entend dans la rue, ils sont bien opposés à l'accès à l'adoption par des couples homosexuels. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de débat, enfin d'abord moi je veux que, vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait qu'il y ait plus de débat, je veux quand même qu'on mesure la dureté de certains propos pour toutes les personnes homosexuelles en France qui depuis des mois vivent des propos qui sont quand même terriblement durs. Quand on est un adolescent aujourd'hui en train de découvrir son orientation sexuelle, qu'on ne choisit pas, qu'on découvre, je vous assure que le débat qui pourrit depuis des semaines en France, il est d'une violence extraordinaire. Je veux quand même qu'on sorte des postures idéologiques et qu'on aille véritablement au fond des choses. Parce qu'on a aujourd'hui une difficulté avec ce débat en France. En Belgique, le mariage, il a été créé pour les personnes, il a été ouvert aux personnes de même sexe il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'Angleterre, c'est un Premier ministre conservateur, M. Cameron, qui propose l'ouverture du mariage aux couples de même sexe au nom de la famille. Allez, une réaction et on enchaîne. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regard de maman à travers ça, parce que c'est forcément ce qui pose problème. Et je me mets à la place des enfants énormément pour arriver à guider en fait la réflexion. Et c'est pas évident, parce que je suis pas non plus pédopsychiatre, etc. Mais il y a un vrai problème de repère au niveau de l'enfant, repère de sexe en fait, puisqu'on sait tous en fait que les enfants arrivent à créer leur repère de sexualité par rapport aux différents sexes qui sont représentés au sein même de sa famille. Donc après, quelles sont les incidences? Alors je sais, aujourd'hui on va dire il y a des familles monoparentales et du coup il manque en fait le sexe masculin ou il manque le sexe féminin. D'accord? Est-ce que pour autant tout va bien? Non, je veux dire, on le sait bien. On peut aussi concevoir que l'enfant aujourd'hui, l'essentiel de son temps, la majorité de son temps, il ne le passe pas avec ses parents, il les passe à l'école, en activité socio-éducative. Il n'y a pas que le papa et la maman qui sont repères dans la construction éducative d'un enfant. Et j'ai envie de dire, encore heureux qu'on est sorti de cette famille nucléaire conservatrice et qu'aujourd'hui, ceci dit, la famille, elle manque aujourd'hui, elle manque en responsabilisation. Vous pouvez pas dire, on le voit bien à l'école, il manque la responsabilisation des familles de plus en plus. Il y a des familles qui se déchargent sur l'école. Que le seul repère féminin ou masculin de l'enfant, c'est le papa ou la maman, c'est hyper réducteur pour plein de familles aujourd'hui en France. Allez, on va enchaîner parce qu'il y a un autre sujet sur lequel je suis sûr vous ne tomberez pas d'accord. C'est le droit de vote des étrangers. Cette semaine, en fin de semaine, Harlem Désir, le numéro 1 du Parti Socialiste, a estimé que c'était une clé de l'intégration. Selon lui, le droit de vote ne peut que renverser la tentation du refuge communautaire. Ce droit de vote qui était une promesse du candidat Hollande, qui a été reportée au calendrier grec parce qu'elle nécessite une réforme constitutionnelle qui ne peut passer qu'avec 3/5 de la majorité. Le droit de vote aux résidents étrangers, c'était aussi un de vos chevaux de bataille chez les Verts. Et puis c'est une promesse de l'ensemble de la gauche depuis 1981 qui n'a jamais abouti. Le Sénat a déjà voté favorablement.
j'en prends note. Et donc je prends note que s'il y avait une volonté du gouvernement de faire véritablement cette réforme, il suffirait de transférer le projet qui a été adopté au Sénat, avec comme rapportrice Esther Benbassa, de le transférer à l'Assemblée pour qu'on puisse avancer. Surtout, je pense que sur ce sujet, il faut que chacun prenne un peu ses responsabilités. Il y a 5 ans, Nicolas Sarkozy se disait favorable au droit de vote des étrangers en France. Monsieur Borloo se disait favorable en 2002 au droit de vote des étrangers en France. Monsieur Mitterrand l'a promis en 80. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir des postures. Et il faut savoir si oui ou non aujourd'hui il est acceptable en France qu'il y ait des personnes qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui soient responsables associatifs, syndicaux, qui éduquent leurs enfants, qui vivent ici depuis des vingtaines d'années, des dizaines d'années, pardon. Et qui n'aient pas demandé la naturalisation française. Oui, mais quand il y a un Allemand, quand il y a un Anglais, quand il y a un Italien qui vit depuis 1 an en France, il peut voter aujourd'hui, en vivant depuis 1 an en France. Et il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, qui ont fait le choix de vivre chez nous et qu'on exclut du vote. Oui, mais enfin, les Allemands, les Anglais, ils ont la citoyenneté européenne. Je dirais que... moi, là-dessus, je vais être plus catégorique que sur le mariage homosexuel. Le droit de vote des étrangers est contraire à la tradition républicaine de la France et il doit être conditionné à la citoyenneté française. Ça a toujours été et ça restera et l'UMP le défendra. Ça n'a pas toujours été. Donc, la Révolution française avait donné le droit de vote à l'ensemble des résidents. Donc si on veut voter, pour être clair, il faut être naturalisé. Tout à fait. Oui, moi je pense que c'est une condition. Enfin, on ne peut pas réduire au paiement des impôts, quoi. Je veux dire, c'est un peu facile de dire. Et pourquoi Le principe même de la Révolution, c'est que quand on paie l'impôt, on a le droit de participer au choix de qu'est-ce qu'on fait de cet argent public. C'est le pacte républicain en lui-même. C'est le cœur du pacte républicain de dire chacun contribue en fonction de ses besoins, mais chacun participe au choix de ce qu'on fait de ses contributions. Mais si on a choisi de vivre en France et si on s'y sent si bien, pourquoi on ne demanderait pas la nationalité? Qu'est-ce qui l'en empêche? Alors pourquoi vous n'exigez pas ça de chacun? Allez, on a compris vos positionnements là-dessus. Très rapidement, recul de la droite sur le droit de vote des étrangers. Hésitation quand même sur le mariage pour tous. Dépénalisation du cannabis, on ne veut pas en entendre parler. Le dossier Notre-Dame-des-Landes, le nucléaire, les infrastructures de transport, ça fait beaucoup de pommes de discorde finalement entre les Verts et les socialistes. Est-ce que vous ne regrettez pas, comme certains députés écologistes, cet accord programmatique passé avec le PS? Non, je ne regrette pas le fait qu'on ait fait le choix. Les écologistes ont leur place au gouvernement. Je vais vous répondre. Je ne regrette pas qu'on ait fait le choix de construire une coalition pour qu'il y ait une alternative à Nicolas Sarkozy. Moi aujourd'hui je ne regrette pas le vote que j'ai fait en mai. Je ne souhaite pour rien au monde qu'on revienne au régime antérieur que nous connaissions. Après je constate qu'il y a des insuffisances dans les politiques qui sont menées. Je constate qu'il y a un manque d'ambition. Je constate que tous les engagements qui ont été pris pendant la campagne, ils ne sont pas tenus. Et ce n'est pas une question entre les socialistes et les écologistes. La présence du ministre écologiste au gouvernement, c'est une question devant les Français. C'est une question devant les Français. Est-ce que les engagements qui ont été pris pendant la campagne, en mai et en juin, ils seront tenus? Moi, je crois à l'honneur de la parole publique. Mais pour rehausser la démocratie, il faut respecter les engagements qu'on a pris devant les Français. Et je crois que le gouvernement doit s'y atteler avec ambition. Magali Vicente, en un mot. Moi, je dirais tout simplement que l'alliance des partis politiques pour le pouvoir a ses limites. On le voit bien au niveau national, mais aussi au niveau local. Je vais prendre Échirol pour exemple. On a une liste de la majorité composée de Front de gauche, Verts et socialistes. Aujourd'hui, c'est un peu facile de prendre en fait les projets des citoyens en otage par simple stratégie politique, parce que c'est ce qui se passe, parce que les projets sont bloqués, parce qu'on fait une alliance simplement pour avoir le pouvoir, et résultat derrière, la politique menée est une politique de compromis en interne. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chez nous, à Échirol, ça y est, ça commence à scinder. Alors moi, je vais pas dire c'est dommage, mais ça m'arrange moi, mais je trouve ça dommageable pour les citoyens d'Échirol, parce que je vais juste prendre pour exemple le dernier projet qui a été voté où ça a été le scandale. On a un projet de court couvert de tennis à Échirol. Jusqu'à présent, dans la majorité, il a toujours été défendu à la fois par les socialistes, à la fois par les communistes et les Verts. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Les socialistes sont revenus dessus en disant non, finalement c'est plus un projet pour la majorité, pour les socialistes. Allez, Magali Vicente, Yann Mongaburu, c'est décidément trop court, il faudra vous réinviter. Merci, merci en tout cas d'avoir été nos invités cette semaine. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous sur Internet dès mardi pour revoir cette émission. Excellent week-end à tous.